Regarde. Tes hommes sont coincés, piégés. J'ai appelé moi-même les flics. Tu es trop naïf pour faire un gangster. Indigne du métier. Utilise ta cervelle. Tu vas crever. Voyons qui trouvera le sceptre le premier. Tu veux vraiment ma mort? J'admire vos pouvoirs et ils m'impressionnent. Devrais-je plutôt les craindre? Sois prêt à récupérer le cadavre de Kong. Auras-tu l'audace de jurer que tu n'as pas tué Locke? S'il manque un seul centime, tu es un homme mort. Salut à tous et bienvenue dans HCast, le podcast du ciné HK et asiatique. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé parce qu'on a eu quelques petits déboires techniques. On va essayer de vous expliquer ça. Je suis Marvin Montes, avec moi j'ai Erwan Kirok. Comment ça va? Bah écoute, ça va, très content de te retrouver après effectivement ce hiatus un peu improbable. De quasi 2 mois. Ouais. Enfin, on se retrouve pour un nouvel épisode et j'espère que on ne laissera plus autant de temps avant le prochain épisode. Ouais, alors juste pour introduire, on va peut-être disclaimer tout de suite, histoire d'expliquer ce qui s'est passé assez rapidement, sans rentrer dans les détails. En gros, on a enregistré un épisode, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent, sur Dragonine de Kingu. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème technique en fait, donc impossible de le sortir, hein. C'est bien ça. C'est exactement ça, et je ne désespère pas de peut-être le sortir sous une autre forme, mais pour l'instant, on va se remettre à notre diffusion plus régulière avec des nouveaux épisodes, et puis un jour peut-être, que ce soit bientôt ou plus tard, il y aura un épisode Dragonine de Kingu. Bon, il sera peut-être défiguré complètement cet épisode, mais il y aura quelque chose. En tout cas, voilà, on va le garder sous le coude et peut-être hypothétiquement le sortir à un moment ou à un autre, voilà, histoire que ce soit clair. On va donc se concentrer tout de suite sur notre sujet du jour, qui est quand même encore un gros morceau, hein. Je crois que là on enchaîne, parce qu'au final la dernière fois on a parlé de Ringo Lam et de Prison on Fire, et on va parler du dernier membre de cette espèce, tu sais, on va dire les 4 têtes d'affiche un peu de la génération post-nouvelle vague HK, quoi. Donc on va parler de Johnny To, dont on n'a pas encore vraiment parlé, et on a choisi de traiter 2 films en un, ce qui semblait plutôt évident pour le coup, puisqu'on va parler de Élection 1 et 2. Donc qui sont 2 films qui sont sortis à 1 an d'écart à Hong Kong, mais qui sont sortis en même temps, je crois, en France. Il y a 300 ans, l'Empire Mandchou extermina les moines patriotes de Shaolin. 5 survivants réussirent à s'enfuir. Ils s'associèrent et jurèrent d'être frères, de se venger et de restaurer l'Empire Ming. On les connaît sous le nom des 5 ancêtres. Ils se firent combattants d'honneur et créèrent la fraternité Hung. Elle mena d'héroïques soulèvements militaires. Des milliers et des milliers de patriotes moururent en braves pendant les batailles. Plus tard, les Hung continuèrent d'exister sous forme de sociétés secrètes. Donc en fait ça forme vraiment un diptyque, enfin c'est un bloc, c'est une histoire de toute façon qui est tellement connectée que tu peux pas évoquer un film sans évoquer l'autre, c'est complètement impossible, quoi. Ouais, et puis on retrouve les mêmes personnages de l'un à l'autre. Exactement. Et même si on s'intéresse moins à un personnage de l'un à l'autre, ils sont quand même tous présents. Et donc c'est hyper intéressant de voir ce qu'ils sont devenus. Et puis de toute façon, l'approche de Johnny To sur ces 2 films, c'est de montrer comment la société mafieuse a évolué à Hong Kong. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est lancé dans ce diptyque. Alors avant de commencer, on va faire le petit sommaire habituel, c'est-à-dire qu'on va commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est que Élection. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, ensuite on parlera du contexte, et on reviendra peut-être un petit peu sur qui était Johnny To avant la sortie de ces films-là, et un peu sur l'ensemble de sa carrière. Ensuite, évidemment, la partie qu'est-ce qu'on en pense, où on va donner notre avis, et puis on va certainement spoiler comme des cochons, mais bon, ça devient une habitude. On terminera par l'impact, et pour finir, on va créer des liens et essayer de faire des petites recos pas trop évidentes, j'en sais rien. C'est pas sûr que j'y arrive, ça, mais bon. Donc si c'est bon pour toi, on va pouvoir commencer tout de suite, hein. C'est bon pour moi, allons-y. Les Hauts comptent à peu près 50 000 membres. Les autres triades des milliers et des milliers, sans règles. Il n'y a pas d'ordre. Croyez-vous que les prisons de Hong Kong peuvent les loger tous? J'avais 12 ans quand j'ai été initié à la triade. C'est très jeune. La triade exige le respect des principes. Élection 1 et 2, ça raconte une histoire de succession mafieuse en fait. Tous les 2 ans, il y a une nouvelle élection d'un grand chef d'une des triades les plus fameuses de Hong Kong. C'est un moment de grande discorde et de lutte intestine, et donc on va suivre les luttes de pouvoir afin de récupérer le statut de délégué, et ça va s'écharper sévèrement évidemment. En gros, c'est vraiment une histoire politique, hein. C'est absolument pas vu sous un angle romantique ou même pas spécialement très cinématographique, en tout cas en termes de traitement du sujet. Presque documentaire finalement, surtout le premier
premiers. Quasi, ouais. C'est d'ailleurs ça qui est un peu étonnant parce que Johnny To, c'est pas forcément quelqu'un qui a une approche de documentariste. En tout cas, je veux dire, c'est pas Ringo Lam, quoi. C'est vraiment un thriller politique, plus qu'un polar, hein, dans le sens où il n'y a pas énormément de fusillades ou de règlements de compte, tu vois, il y en a quelques-uns. Mais au final, c'est beaucoup plus un film de conversation, de débat, quoi. On a l'impression d'assister à une sorte de lutte politique, mais en fait dans un univers mafieux. C'est pour ça qu'il y a un côté finalement assez documentaire. C'est complètement cohérent de présenter les triades chinoises de cette manière-là à Hong Kong, puisque ça fait complètement partie de la société, quoi. C'est quelque chose de complètement intégré au fonctionnement politique, en fait, hongkongais, quoi. Pour tous les fans de cinéma hongkongais et de cinéma chinois, ce sera pas une surprise parce que les familles mafieuses, de ce que témoignent les films avec lesquels on a grandi, sont imbriquées vraiment dans la société. Les relations entre la police et la mafia sont vraiment, elles sont presque sœurs, ces deux organisations, quoi. Elles se soutiennent autant qu'elles luttent l'une contre l'autre. Et en fait, Élection 1 et 2 se fait le témoin de l'évolution de ces relations et de l'évolution de ce qui est devenu les triades durant l'époque moderne, en fait. La triade joue les démocrates. Elle va élire bientôt son délégué général. Chez les Sungei, ça n'a rien à voir. C'est plus simple. Le pouvoir passe de père en fils. Ici, c'est différent. La triade de Hong Kong élit son délégué depuis plus de 100 ans. Pour resituer un petit peu, Élection, c'est sorti à l'origine en 2005. Il a été présenté au Festival de Cannes, d'ailleurs, en 2005. D'ailleurs, c'est pas son premier film qui a été présenté au Festival de Cannes, puisque je crois qu'il y avait eu The Mission en 99 aussi. Il a eu 5 films qui ont été sélectionnés en compétition officielle durant toute sa carrière, donc autant dire que c'est un habitué, quoi. On va sûrement en reparler, mais c'est vrai que Johnny To, même si on l'a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, c'est qu'il avait un petit peu un moment cette étiquette de cinéaste de festival, comme une sorte de Wong Kar-wai à un moment donné, quoi. Alors dans un registre évidemment différent, hein. Et ce qui était assez étonnant finalement, parce que des cinéastes comme John Woo ou Choi Ark, qui sont moins habitués aux grands festivals de renommée mondiale, tels que Cannes par exemple, qui a vraiment un souffle sur tout le cinéma, lui il mélangeait aussi bien le cinéma populaire. C'est quand même un cinéaste qui a fait beaucoup de films de gangsters. Après, il a fait aussi beaucoup de comédies romantiques. Ouais. Il a fait des films de sabre. Bien sûr. Mais c'est ça qui l'a rendu célèbre. Un peu comme Kitano, en fait. Clairement. C'est-à-dire qu'il a fait un riff sur le film de gangster tout en ayant ce côté un peu auteur, justement, qui a plu aux sélections européennes. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que du coup, John Woo, tu vois, ou Choi Ark, même Ringo Lam, ils ont pas du tout cette espèce d'aura autorisante. Et c'est une question un petit peu, je trouvais un peu étrange, parce que Johnny To, je le vois pas plus représentant d'un cinéma d'auteur, en fait, quand je vois ses polars. Ouais. Je pense qu'il est déjà plus en retenue, par exemple, que l'hyper-romantisme de John Woo, hein, pour citer le plus évident, et en tout cas celui qui a peut-être la plus grande influence en Occident. Comme tu disais, c'est une sensibilité qui est peut-être moins in your face. Ouais, et puis un traitement qui paraît tout de suite plus sérieux, en fait, chez Johnny To. Ouais, il y a un côté retenu. Ça ressemble à l'idée qu'on se fait du cinéma d'auteur en Europe. Ça reste du cinéma d'action. Bien sûr. Mais c'est vrai que je le rapproche dans ce sens-là de Kitano. Il y a un petit côté réflexif sur l'amitié qui est moins grandiloquente que chez John Woo, comme on disait à l'instant, en fait. Il est ni aussi excessif que John Woo ou Choi Ark, dans le sens, tu sais, esthétisant, quoi. Ouais. Et il est jamais non plus excessif dans la noirceur et dans la violence que Ringo Lam, quoi. Il a réussi à toujours à citer entre les deux. C'est un peu le symbole de sa carrière. Ouais, c'est une sorte de chaînon manquant entre John Woo, Choi Ark. C'est vraiment comme ça que je le vois, Johnny To, quoi. Et donc, pour revenir juste avant de continuer sur le casting, dans Élection 1 et 2, on va retenir évidemment Simon Yam, qui est un petit peu le socle de l'histoire, hein, c'est ce qui relie les deux films. On a Tony Leung Ka-fai, dont on a déjà parlé quand on a fait Prison on Fire, et donc Louis Koo, qui bascule sur le rôle principal du Élection 2, quoi. Ouais. Qui sont un petit peu les trois qui se tirent vraiment la bourre pendant les deux films, quoi. Louis Koo, dont le personnage est un peu l'encre émotionnelle. Qui est en plus un espèce de personnage quasi anti-gangster. Il a un traitement assez intéressant par rapport au... C'est le personnage que je trouve le plus intéressant. J'aurais pas dit ça la première fois que j'ai vu les deux films, mais qui fait que selon moi, le Élection 2 est le plus intéressant des deux films. Celui qui a le plus de résonance émotionnelle. Tu fais partie de la triade. Tu en feras toujours partie. À jamais. J'ai adhéré pour être protégé. Un point, c'est tout. Devenir pour 2 ans le grand chef d'une triade, c'est ridicule. Je veux juste gagner beaucoup d'argent. Certes, tu peux le faire en te moquant de nous. Tu as une dette importante envers nous. Ok, bon, on va attaquer un peu sur le contexte alors. Et c'est assez intéressant justement de regarder l'arc de carrière de Johnny To, parce que on parlait tout de suite de chaînon manquant entre John Woo et Choi Ark, mais il y a un petit phénomène intéressant dans sa carrière, c'est qu'il a connu en fait une espèce de succès en Occident quasiment en même temps qu'à Hong Kong, en fait. Quand on parle de John Woo, quand on parle de Choi Ark, quand on parle de Ringo Lam, c'est des gens qui ont connu un succès occidental à retardement. John Woo, son nom a commencé à exploser bien après son début de carrière, tu vois, bien après ses premiers succès. Ouais, quand tu vois les années d'exploitation de À toute épreuve ou même The Killer, bah ça sort quand même des années après
en France, quoi. Et Johnny To, il a réussi vraiment à s'exporter tout de suite. Enfin, disons que dès qu'il a commencé à trouver un peu le chemin du succès à HK, bah tout de suite, en fait, il a réussi à s'exporter. Et ça vient du fait que Johnny To, il a toujours eu un placement un peu bizarre dans l'histoire du cinéma d'action hongkongais, dans le sens où quand l'espèce de Sainte Trinité, là, un peu du polar, donc qui est John Woo, Choi King Golam, est un peu au pouvoir, quoi. Et ben lui, il est toujours un peu en retrait. C'est un truc, je pense, qui a dû pas mal l'emmerder, quoi, pendant des années. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que il avait quand même exploré déjà auparavant le polar, mais avec un succès moindre en fait. Et je pense qu'il était éclipsé justement par ces trois forces vives du cinéma hongkongais, ce qui n'empêche pas que ces films avaient des qualités. Et dans le tas, t'as des films très bons. Mais c'est vrai que l'œuvre de la maturité, en fait, il explose véritablement à partir du moment où commencent à disparaître les icônes de cette nouvelle vague qui était apparue dans les années 80. C'est vrai qu'après cette nouvelle vague qui ramène en gros les réalisateurs issus de la télé et qui ont un bagage par exemple d'études en Occident, quoi. Ils ramènent vraiment l'influence du cinéma européen et américain à Hong Kong, ce qui n'était pas forcément courant avant. Et en fait dans leur sillage il y a tous ces mecs là qui sont eux aussi du coup emparés de la manière de construire le cinéma qu'avait par exemple Choi Ark ou Hanoï, quoi. Et donc on a eu cette espèce de bulle, quoi. C'est presque une bulle spéculative là où tout le monde s'est mis à employer les mêmes thématiques, à faire un petit peu des films policiers de la même façon. Et ça de toute façon c'est un truc récurrent dans l'histoire du cinéma hongkongais, c'est que en général ils ont tendance à jouer sur une seule tendance. C'est hyper facile à contextualiser, quoi. Tu vois, tu prends les années 60, c'est la surexploitation du wuxia-pian, tu prends les années 70, c'est la surexploitation du film de kung-fu, et à partir des années 80, bon bah c'est la surproduction de polar qui va quasiment les mener à leur perte en fait. Et donc Johnny To, à l'image de Ringo Lam, comme on en parlait quand on faisait Prison on Fire, c'est aussi un de ces réalisateurs qui a explosé plus ou moins dans le sillage de la nouvelle vague, même si lui, comme on le disait, il a jamais eu, au moment où les autres étaient présents, l'impact que les trois autres ont eu, quoi. Et donc en fait il a fallu qu'il attende quelques événements assez opportuns quand même. C'est-à-dire que déjà on a l'approche de la rétrocession qui indirectement a mené certains des plus grands noms à quitter Hong Kong pour aller tenter le coup à Hollywood. Et qu'est-ce qu'il fait Johnny To ? Il reste sur place, quoi. Il reste sur place et en l'occurrence vraiment il profite de l'absence de ces réalisateurs là pour lui-même afficher une maturité en fait qu'on lui connaissait pas. Clairement pas. Quand on regarde sa filmographie, on voit qu'à partir de 97, il sort A Hero Never Dies, Expect the Unexpected, même s'il l'a juste produit, The Longest Night. Alors ça on sait pas trop parce que c'est pareil, c'est vrai qu'il y a en 96, un an avant la rétrocession, il monte son Milky Way Images là, qui est sa compagnie de production en fait, qui est un petit peu basé sur le même modèle que le Film Workshop de Choi Ark et qui d'ailleurs aura manifestement les mêmes écueils parce que c'est des mecs qui vendent un peu leur projet sur la base du on va essayer de se débarrasser des intermédiaires, des producteurs et compagnie pour devenir en fait eux-mêmes des espèces de producteurs hyper envahissants, quoi. Ouais, et puis pour avoir la main mise sur leur propre projet, comme l'a fait Clint Eastwood avec Malpasso et comme l'a fait, comme tu disais, Choi Ark, c'est de pouvoir sortir des œuvres qui leur tiennent à cœur et d'avoir ça, ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu parlais de main mise, ça permet de sortir des œuvres autorisantes comme l'a fait Johnny To, mais derrière ça, c'est souvent des œuvres qui rapportaient peu et donc Johnny To se retrouve à devoir aussi faire des comédies très commerciales pour pouvoir financer et garder Milky Way à flot en fait. Bien sûr. Et ce que je voulais dire donc auparavant, c'est que pendant que les autres sont aux États-Unis, lui, je sais pas si c'est un hasard ou si il a vraiment sauté sur l'occasion, il s'est dit là je vais me démener, mais il arrive avec The Mission en 99 qui vraiment révèle un talent au public européen et au public mondial aussi américain qui était jusque-là passé inaperçu alors qu'il avait signé, comme je disais, de très bons films. Mais c'est vraiment là où il commence à développer vraiment son propre style. Il délivre des œuvres qui sont vraiment excellentes de bout en bout. Et à partir de là, si on regarde les Hong Kong Film Awards, sur 12 ans, il va avoir 8 nominations. À chaque fois qu'il sort un film, il est nominé au Hong Kong Film Award du meilleur réalisateur. Il en gagne 1 ou 2, je sais plus. Donc c'est assez incroyable de voir qu'un mec comme ça, sur le tard, se révèle être un grand auteur qu'on avait un peu oublié, à tort ou à raison, en tout cas qu'on n'avait pas remarqué. C'est parce qu'il trouve en fait sa place d'équilibriste entre les différentes philosophies au moment de The Mission, je pense vraiment, tu vois. Qui est quelque part entre un film qui reste quand même sur la retenue, qui est un film d'ambiance, qui explose vraiment à la fin, quoi, pour devenir un truc quasiment héroïque, quoi. Mais en fait c'est le pendant critique de Stephen Chow si tu veux, Johnny To. Non mais c'est vrai parce qu'en fait ils ont profité des mêmes événements, tu vois, parce que qu'est-ce qu'a fait Stephen Chow, le maître du box-office, on l'a déjà dit, le maître incontesté et incontestable du box-office, c'est aussi le départ des grands. Même si Johnny To a pas eu la même réussite financière, on va dire, c'est sûr. Il n'empêche que lui sur le côté on va dire critique et reconnaissance en festival, il a vraiment trouvé un second souffle à ce moment-là, quoi. Et juste je voulais mentionner quand même, ce qui est assez important, c'est qu'on parle d'œuvres qui sont quand même pour la plupart majeures, c'est que Johnny To c'est quelqu'un d'extrêmement productif. On peut le comparer avec Choi Ark dans son hyperactivité, quoi. Dans le sens où par exemple tu vois aujourd'hui on parle d'élection 1 et 2 et la même année je crois qu'élection 2 sort Exilé, qui est quand même un truc aussi assez énorme, quoi. Et juste pour appuyer le truc, tu vois, l'année d'élection 2 d'Exilé, il fait quand même un des segments de Triangle avec Choi Ark et Ringo Lam, quoi. Donc le mec réalise quand même en général 3 films par an, quoi. Et donc quand arrive élection,
premier du nom, donc en 2005. Je pense qu'il est vraiment en pleine bourre. En tout cas, la Milky Way est vraiment en pleine bourre, dans le sens où il sort de Judo et Breaking News en 2004, enfin 2003 pour Judo et Breaking News en 2004, qui sont deux, pour moi, de ses plus grands films, quoi, vraiment. Et donc, il arrive sur Élection, et là, je pense qu'il réalise franchement un de ses trucs les plus brillants. Il y a longtemps, quand j'étais jeune, les oncles élisaient déjà le délégué. Je les trouvais pourtant très vieux. Alors moi, je me demandais pourquoi il en était ainsi. Vous ne trouvez pas? Plus tard, j'ai compris qu'à cause de leur âge, leurs paroles étaient toujours respectées. On manque de force quand on mange mal. L'argent, on en trouve toujours. Si l'élection doit dépendre des pots de vin, faisons-la aux enchères. Si nous n'avons pas la confiance, moi je n'en suis pas. On va commencer par peut-être introduire un petit peu le premier Élection. Le premier Élection, c'est donc Simon Yam et Tony Leung-Ka-Fai qui jouent donc les deux membres privilégiés pour reprendre la tête de la triade dont ils font partie. Mais seulement Tony Leung, lui, est prêt à tout pour ça. Il est prêt à utiliser la violence, les menaces. Et à côté de ça, Simon Yam a une approche beaucoup plus respectueuse des traditions. Et donc, ils vont se combattre tous les deux. Et ça va être, comme on l'a dit, un délire très politique. Il faut convaitre les vieux de voter pour eux. C'est vraiment une guerre d'influence et c'est vraiment ça. En gros, le plot du premier des deux films, on a Simon Yam, donc, qui s'appelle Locke, qui est donc élu très vite. On voit qu'il gagne l'élection en gros de délégué, qui représente vraiment la triade chinoise pour un mandat de 2 ans. Et en face de lui, on a donc le candidat lésé qui s'appelle Big D. Et du coup, donc ce fameux Big D, donc qui est incarné par Tony Leung-Ka-Fai, est un petit peu sous Paulet. Un petit peu, ouais. On s'en rend compte assez vite, même si ça reste bon enfant. Ouais, c'est un grand mot, bon enfant. Il va aller prendre des gens, leur construire des cages en palette et les jeter du haut d'une falaise plusieurs fois. Des gens qui ont à peu près 70 ans. Jusqu'à ce qu'ils acceptent de dire ok, on veut que ce soit toi. Mais c'est souvent chez Johnny To, t'as toujours un personnage qui est une sorte de loser patenté, quoi. Le mec a beau avoir une influence quand même et un certain sens du business, ça reste un mec qui rate tout le temps tout ce qu'il entreprend. Il est presque comique par certains aspects. Big D de temps en temps, tu vois. Si tu persistes, c'est la guerre. Et la guerre, c'est la fin du business. On ne te soutiendra plus. Très bien, je me passerai de vous. Je ferai tout moi-même. Je ferai ma fraternité. La nouvelle Wu Lun-Sing. Tu es un malade. Il en fait tellement en fait que après ça sied très bien au personnage et Tony Leung-Ka-Fai le fait très bien, mais c'est vrai qu'il nous est présenté comme quelqu'un qui fait de l'argent mais qui n'est pas forcément respectueux des traditions, ce que Locke représente justement. Et c'est ça finalement le plus intéressant. On parlait au début du fait qu'il y avait une approche très documentaire. Et pourquoi il y a une approche très documentaire? C'est déjà parce que on parle de politique et on n'a pas véritablement d'encre émotionnelle dans le film, ce que je lui reproche comparé au deuxième d'ailleurs. Et donc en fait, on a un regard en tant que spectateur qui est très extérieur. On voit les situations se développer sous nos yeux et on n'est pas forcément attaché à un personnage ou à un autre. Je sais pas ce que tu as ressenti par rapport au personnage de Simon Yam, de Locke, mais j'étais plus de son côté, justement parce qu'il est moins violent, il est plus sensé. Il a une espèce de vision, en tout cas dans le premier film, et c'est là où je pense se situe toute la maestria du storytelling, c'est que le personnage change complètement en fait. On va dire qu'en gros, la scène finale du premier Élection te fait changer ton regard sur le personnage. Il te prépare vraiment au deuxième film, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'ils sont vraiment indissociables. Mais en tout cas, tel qu'il est présenté, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sage, d'assez pragmatique par rapport à un personnage de Tony Leung-Ka-Fai qui est une espèce de chien fou incontrôlable, quoi. Tu vois, qui agit que de toute façon dans son propre intérêt et de manière hyper violente. Donc forcément, t'as tendance à être du côté du personnage de Locke et c'est normal. Et pour appuyer ce que tu disais par rapport au fait que c'était une approche très documentaire, c'est aussi un truc qu'il faut préciser assez vite, c'est que, je veux dire, c'est pas une vision fantasmée dans le sens où présenter la triade comme une organisation politique, en fait, c'est complètement calqué sur la réalité. Et voilà, si on veut ressortir des chiffres, c'est qu'en fait, une des grandes craintes pré-rétrocession, c'était l'explosion de la criminalité, parce que le rattachement à la Chine, donc, allait permettre aux triades chinoises qui étaient très présentes déjà à Hong Kong, de passer d'un côté et de l'autre plus facilement, de créer des liens, justement, qu'on voulait pas trop voir créer. Il faut juste savoir qu'en 93, qu'il y a un recensement des membres des triades, il y en a à peu près 45 000 connus sur l'archipel en fait. Et c'est des gens qui ont vraiment pignon sur rue. Ce qui amène un peu au contexte qu'on nous montre dans le film, c'est la rétrocession et c'est les futurs dirigeants de Hong Kong, donc qui sont les Chinois, qui en fait, avant la rétrocession, font des grands appels du pied aux triades, quoi. Il y a des vraies déclarations qu'on peut ressortir, hein. Il y en a une d'un milice chinois qui s'appelait Tao Siyu et qui disait les membres des triades sont pas des gangsters, ce sont de bons patriotes et s'ils nous aident à assurer la prospérité de Hong Kong, on doit les respecter. C'est fou. Et d'ailleurs, si on veut être clair, il suffit de voir les dernières manifestations, tu sais, pro-démocrates là de 2019, et ben en fait, il y a pas mal d'articles qui sont sortis et de vidéos et en fait, on voit que le service d'ordre du gouvernement, c'est des membres de triade en fait, qui tapent sur les gens dans la rue, quoi. Donc ils les utilisent vraiment pour le maintien de l'ordre aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc ce qu'on nous montre dans le film, tel qu'une organisation politique qui est pas appuyée, mais au moins tolérée par la police de Hong Kong, je veux dire, c'est vrai, quoi. Ouais, et puis encouragé sous certains aspects par le régime chinois. Donc tant qu'il n'y a pas de vague, ça va. Mais ils ont leur utilité et puis
peuvent rapporter du business, ils peuvent amener à la création ce qu'on voit notamment explorer dans le deuxième volet. C'est difficile en fait d'imaginer en tant qu'Européen, même si on a notre forme de criminalité, on a nos mafias aussi, mais à ce point-là assumé, comme tu disais, ils ont pignon sur rue, et c'est vraiment ce qu'explore aussi Johnny To. C'est là où il se démarque d'une vision un petit peu plus occidentale, par exemple qu'on a eu du film de mafia. Même si il est évident que les organisations mafieuses en Europe et notamment aux États-Unis étaient réelles, hein, mais c'est vrai que quand on nous montre la mafia italo-américaine dans des grands films, bon, on a forcément une vision un peu plus chevaleresque, on va dire, un peu plus fantasmée, quoi, tu vois, un peu plus iconique. Ce qui est pas le cas en fait dans Élection, il l'aborde pas du tout comme ça. Il l'aborde vraiment comme des gens qui sont des hommes politiques, qui jouent de leur influence. C'est pas des héros, jamais dans Élection. Ce qui est très intéressant aussi là-dedans, c'est que tu te rends compte que c'est extrêmement codifié. Ouais. Dans le sens où il faut respecter une certaine galanterie dans la façon dont on va voter. Et aussi, c'est très codifié dans le sens où il faut avoir ce qui est le MacGuffin du film, qui est le sceptre en fait. Pour rappeler à nos auditeurs, le sceptre, il faut mettre la main dessus pour pouvoir être définitivement installé en tant que big boss de la triade. Autrefois, quand on n'avait pas les télécommunications, le délégué désigné pouvait rester inconnu aux frères de sa propre triade et ne pas être identifié. Ça peut nous paraître curieux. Le sceptre à tête de dragon servait à se faire reconnaître de tous comme délégué général. Avec le progrès, aujourd'hui, il ne représente plus que l'autorité du chef. Il a plus d'1 siècle, ce sceptre. Des dizaines de délégués se le sont transmis. Le perdre, c'est perdre la face devant la fraternité. C'est une sorte de symbole sacré qui a une très forte connotation mythologique. T'as carrément des personnages qui sont des espèces de fanatiques en fait, hein, du sceptre, qui citent tout le temps, tu sais, des espèces de trucs un peu christiques là autour de l'histoire de la triade. T'as presque une espèce de chasse au trésor parce qu'en fait ils paument le sceptre, enfin ils le planquent, et du coup les mecs vont se lancer dans une course poursuite pour ramener le sceptre parce qu'en fait tant que t'as pas l'objet, bah si tu veux ça vaut rien quoi. T'as beau être élu, il te faut quand même le sceptre pour valider ton élection. C'est un paradoxe presque drôle en fait, presque grotesque parfois, entre une organisation politique hyper organisée et un espèce de truc archaïque qui repose sur des traditions mais quasiment millénaires. C'est un thème central en fait. Johnny To nous montre une organisation qui croit avoir des valeurs ancestrales, en tout cas une partie d'entre eux y croit et y tient, et montrer que les préoccupations maintenant ne sont plus du tout justement intéressées par les valeurs que véhiculait cette organisation, que véhiculaient les triades, qui sont devenues purement une organisation qui est là pour faire de l'argent. C'est une entreprise. Et donc Johnny To approche ça vraiment pour dire c'est la fin d'un monde. Et le personnage de Simon Yam, justement dans la scène finalement la plus difficile de tout le film, qui est la scène finale, c'est que lui qui prétend être celui qui va respecter et faire respecter ses traditions, au fond c'est un pourri, peut-être pire que Big D, parce qu'en fait il cache ses intentions, et quand il peut se débarrasser de son rival parce qu'ils sont arrivés à une forme de paix, lui a été élu, ils travaillent tous les deux ensemble, et il dit... Je me disais, Wulun Singh pourrait elle aussi avoir plusieurs délégués. La plupart des groupes en ont au moins 2, 3 ou 4. En somme, ils peuvent, quand c'est nécessaire, se passer le relais. 2 délégués, c'est plus de fric. C'est bon pour nous. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Mon idée, elle serait chouette. La tradition est ancienne. Les oncles seront difficiles à convaincre. Et lui, il est tellement imbu de pouvoir, le personnage de Simon Yam, Locke, qu'il finit par éclater la tête du mec à coups de pierre, et il tue sa femme, et son gamin est absolument traumatisé. Ouais. Selon moi, c'est la scène la plus forte du film, parce qu'émotionnellement, c'est celle qui résonne le plus à travers le regard du fils qui vient de voir son père en train d'assassiner un mec comme ça gratuitement. C'est une scène qui est hyper dure, et ça projette dans le film suivant. C'est vraiment le point de bascule, parce que déjà, tout le premier Élection, qui au final, quand tu les regardes d'un bloc, comme j'ai pu le faire récemment, et je pense toi aussi, ouais. En fait, le premier, il tient une espèce de rôle de rampe de lancement géant pour le deuxième film en fait. Vraiment tous les enjeux de l'histoire en général se développent dans le deuxième. C'est une sorte de mise à niveau de voilà l'univers dans lequel on est. Voilà une présentation des personnages. C'est vraiment le 2 où on te raconte véritablement une histoire, c'est-à-dire qu'on t'a vraiment un personnage principal et t'as vraiment des enjeux dramatiques et plus juste politiques. T'as plus à choisir un camp en fait. Le camp est établi parce que le point de bascule, le vrai élément modificateur, c'est le moment où justement on tente de rompre les traditions. C'est là où on va commencer à foutre le bordel quoi. D'ailleurs, le premier Élection, il me semble bien moins accessible que le deuxième. Ouais, c'est vrai. Notamment en ce qui concerne les enjeux. Johnny To, comme tous ces réalisateurs post-nouvelle vague, il a des éléments qui sont purement
issu du cinéma occidental dans ses influences, qu'il a cette espèce de manière de présenter ses personnages un peu à la Fincher. Genre, j'introduis un personnage en 2-3 plans et après on reviendra plus jamais dessus. Enfin, j'espère que t'as compris qui c'était. Ouais, t'as intérêt à t'accrocher, quoi. Parce que c'est ça dans Élection 1, tu vois, on te montre Locke dans les premiers plans, paf, terminé, caractérisé, ok, au prochain. J'avoue que moi sur le premier, comme t'as pas de personnage principal vraiment ancré, tu t'accroches pas à un personnage en particulier, donc en fait au lieu de te présenter un personnage, on te présente une galerie de personnages et on te dit voilà ce pourquoi ils vont se battre, mais t'as pas d'attache émotionnelle, et ce qui fait que c'est un peu nébuleux en fait ce pourquoi ils se battent. Les enjeux sont pas toujours clairs dans le premier en tout cas, quoi. Alors que dans la suite, justement dès le début, franchement dès les premières minutes, t'as un personnage qui est ancré, tu sais pourquoi il se bat, t'as une accroche émotionnelle parce qu'il a des raisons personnelles de faire ce qu'il fait, tu sais où il se situe par rapport à l'organisation criminelle. Lui, il veut faire de l'argent et il veut pas vraiment être un criminel. T'as un contexte familial, t'as des enjeux personnels, t'as des enjeux professionnels et t'as une quête qui est dès les premières minutes marquée du personnage et t'as eu le temps de te familiariser avec lui. Ce que t'as pas du tout dans le premier, donc c'est pas un reproche que je fais au premier, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'être investi vraiment dans le premier. Je vais me répéter, mais c'est vraiment comme regarder un documentaire sur où en sont les triades en 2005, comment elles fonctionnent et à quel point elles sont sur un point de bascule, ce qui rend le film très intéressant parce que culturellement en plus il est très différent de l'image qu'on a de la mafia en général. Moi, j'avais jamais vu de film avant le premier Élection qui, à ce point, rentre dans le fonctionnement et d'une certaine manière ridiculiser un peu la façon dont ça fonctionne. Clairement, parce que tu vois, t'as une cérémonie qui est hyper appuyée. Que le rite commence! Ils rejouent l'histoire de la création de leur triade, tu vois, en costume et tout, quoi. Alors que les mecs 2 jours avant, ils étaient prêts à se tuer. Si tu crées une nouvelle fraternité, je te combattrai jusqu'au bout. De toutes mes forces. Je préparerai 2 cercueils, un pour toi, un pour moi. Mais il y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est une déclaration de Giolito lui-même. Hein. Il a souvent déclaré, alors peut-être est-ce de la fausse modestie ou de la langue de bois, mais c'est qu'il se disait toujours assez surpris du succès qu'il a en Occident, en fait. Parce que pour lui, il fait du cinéma qui s'adresse en premier lieu aux Hongkongais. Dire que tu vois, pour comprendre vraiment les enjeux et pour connaître, en tout cas être complètement au fait de la place de ce genre de triade dans la société, bah il faut le vivre en fait. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que nous on est toujours un petit peu extérieur quand l'histoire commence et quand tu vois la manière dont les choses s'articulent, dont les choses sont organisées. Enfin c'est très très loin de la vision que nous on peut avoir. Tu vois, comme nous on a tendance peut-être à voir parfois les organisations criminelles comme une espèce de truc occulte, tu vois, toujours un peu caché. Et même si là la mise en scène en joue vachement, hein, tu vois, les mecs sont toujours dans l'ombre par exemple, ça c'est un truc bête. Mais par contre ils sont dans l'ombre quand ils parlent comme une espèce de truc occulte. Mais pourtant ils font leur business aux yeux de tout le monde, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une vision qui est très hongkongaise. Et c'est ça qui est pour nous, et depuis toujours, hein, depuis qu'on s'intéresse à ce cinéma-là, c'est que c'est un monde en fait qui est tellement différent des codes qu'on connaît, des codes qu'on nous a inculqués déjà dans notre culture, et puis à travers les films qu'on a vus, on a été bercé par le cinéma américain, le cinéma des gangsters américains, et donc d'un seul coup de découvrir le cinéma de gangsters hongkongais, chinois, sud-coréens, japonais, tout de suite tu vois vraiment que c'est un monde qui est complètement différent parce qu'il y a cette acceptation du monde de la pègre qui est complètement ancrée dans la culture locale et qui fait que c'est plus du tout les mêmes enjeux en fait pour ces organisations. Si tu veux mon opinion, il vaudrait mieux les exterminer. Tu en abats une bande, il en est une autre. Tu tues un de ces voyous, un autre entre dans la bande. On croirait presque que nous ne cherchons que l'équilibre. Pas de problème, pas de vagues, l'ordre, paix et prospérité. Et du coup arrive cette fameuse scène finale dont on a déjà parlé, donc qui est une partie de pêche on va dire, qui tourne pas très bien. Là, le film se termine au moment où les enjeux du deuxième débutent quasiment. Parce qu'après on a une ellipse de 2 ans, et donc là débute Élection 2. En 2 ans de mandat, j'ai eu la joie de vous voir dépasser tous les autres. Je suis fier des 5 filleuls qui m'ont fait honneur. Vous avez tous servi la fraternité et beaucoup donné. L'élection approche. Alors ? Et là, justement, ton point de vue, inconsciemment, il a complètement basculé. C'est-à-dire que le fameux personnage de Locke, que tu voyais comme un espèce de juste, en tout cas au moins quelqu'un de pragmatique dans le premier volet, bah directement tu identifies un bad guy, quoi, en fait. Il a pris des traits de Big D et il s'accroche maintenant au pouvoir. Absolument, il est prêt à mentir à tous ceux qui l'entourent, à faire des fausses promesses pour garder ce pouvoir. Le pitch en gros du deuxième, c'est qu'il veut aller encore plus loin dans son espèce d'entreprise de démolition des traditions, puisqu'il veut être le premier à continuer au-delà de ses 2 ans de mandat, qui sont historiquement... bah c'est comme ça quoi, t'as 2 ans de mandat et après tu cèdes ta place. Et donc face à lui, on lui oppose le personnage de Jimmy, donc on a déjà dans le premier, hein, qui est Louis Koo, et qui lui en fait est un gangster absolument pas cohérent avec la vision habituelle. En fait c'est pas un gangster, c'est son rival en tant que délégué dans la deuxième élection, et c'est quelqu'un qui a pas envie de l'être. C'est ça l'opposition entre les 2 personnages qui fonctionne bien quoi. Et c'est ça qui fait que c'est un personnage passionnant. Moi il m'a rappelé le personnage de Al Pacino dans Le Parrain. Ouais. Certes il est dans le business, il fait partie de la triade, mais lui en
fait, c'est juste un moyen pour arriver à une fin. Il veut devenir un entrepreneur, il veut faire de l'argent. Et il veut travailler avec la Chine. Voilà, c'est juste un moyen d'accomplir ce truc-là. Et donc en fait, il ne se sent pas du tout héritier des traditions, il n'a pas envie de faire partie de la triade. Et donc pour moi, il est comme le personnage de Al Pacino dans Le Parrain. Et ça, c'est extrêmement important dans le processus d'identification dans un scénario. Si un personnage veut pas rentrer dans le scénario, tu t'attaches d'autant plus à lui. Et c'est hyper important justement qu'il ait fait avec ce personnage-là et qui est vraiment l'encre émotionnelle et qui fait que Élection 2 est largement supérieur à son prédécesseur. Ouais, clairement. Et comme tu disais, d'ailleurs, c'est intéressant le parallèle, puisque à l'image de Michael Corleone, de toute façon, même s'il veut pas, il a pas le choix. Ouais. Puisqu'en fait, c'est lui le candidat que les autres ont choisi, de toute façon, pour affronter Locke. Et en gros, on lui dit tout le temps qu'il leur doit de se présenter et d'être délégué. Et ça, c'est important. Alors, je vais pas dire que Joe Ito est un cinéaste politique. Je pense vraiment pas qu'il le soit pour le coup. Mais en tout cas, il y a quand même un petit discours en sous-texte, d'autant plus dans le 2, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va finalement pousser le fameux Jimmy à accepter en gros son destin de futur délégué, c'est le fait qu'il veuille faire du business avec la Chine, et ce qui symbolise le régime chinois. Donc c'est une espèce de service secret qui lui dit en gros, si tu veux faire du business avec la Chine, il faut que tu deviennes délégué de ta triade, parce que c'est comme ça que ça marche, sinon on pourra pas tolérer. Ce qui est terrible pour le personnage de Louis Koo, c'est qu'ils veulent qu'il devienne le patron de la triade, parce qu'ils veulent stabiliser les triades en fait. C'est en prévention de l'évolution de la Chine par rapport à Hong Kong, et donc ils veulent assurer en fait, et c'est ce qui rend la fin absolument terrifiante pour le personnage de Louis Koo, c'est qu'ils veulent justement plus que ce soit des élections tous les 2 ans, mais ils veulent que ça devienne une entreprise familiale. Au final, c'est les forces de l'ordre qui finissent par terminer presque le travail de Locke, qui a pourtant été lui enlevé de l'équation, et finalement qui veulent terminer le travail en disant bon voilà, on va vraiment casser la tradition, on a besoin de toi, il faut que tu restes en place. Ouais, parce que ça leur permet d'avoir une stabilité, d'avoir un lien justement à ne pas renouveler tous les 2 ans avec un nouveau chef, et s'assurer un avenir qui soit plus serein. Et c'est ça qui est dur pour le personnage, qui en fait un personnage tragique en fait de Louis Koo, lui qui voulait sortir de l'équation de la mafia, juste faire de l'argent et avoir une famille, avoir un enfant. Il se rend compte que s'il a un enfant, il va devoir assumer son rôle un jour, et c'est ce qu'il y a de plus terrible en fait dans son destin, parce que lui, on comprend en sous-texte qu'il a choisi cette vie parce qu'il voulait sortir de la pauvreté et réussir, et que ses enfants n'aient pas à devenir des parrains, des criminels. Nous n'avons pas peur des élections, mais nous refusons que le prochain délégué soit comme Locke, un criminel et un danger pour la société. Nous ne l'accepterons pas. Vous voulez que la Wolun Singh fasse comme la Sungay? Que le pouvoir soit héréditaire? Nous avons confiance en vous. La Wolun Singh appartiendra à votre famille. Ensemble, nous travaillerons main dans la main. Non. Le mandat est de 2 ans. Non. Je ne veux pas. Je veux être un homme d'affaires. Je ne veux plus être un gangster. Si on regarde un petit peu comment ça se passe visuellement, comment ça se passe techniquement du coup, et il y a une vraie bascule je trouve entre les 2 films, dans le sens où le premier est assez en retrait, j'ai l'impression, en termes de mise en scène. Je suis assez d'accord. Même si on retrouve déjà des gimmicks inhérents à Joe Ito, donc on a ce fameux clair-obscur, tu vois. Ouais, une photo très particulière. Ouais. Un peu manienne, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'influence du cinéma occidental. Alors on sait que Michael Mann et Hit principalement ont eu beaucoup de résonance dans le polar hongkongais, et Joe Ito il en a un petit peu hérité cette passion. Alors il le dit pas forcément, mais ça peut se voir, de filmer une ville la nuit. D'ailleurs lui il dit tout le temps en interview, moi je préfère filmer la nuit parce que c'est plus pratique, parce que la journée, la lumière, tout ça c'est galère en gros. Ouais, et puis ça permet de styliser, et je pense que c'est notamment dans PTU où on voit ça, ces éclairages en douche qui descendent avec une lumière surpuissante vraiment, qui fait que tu perds complètement des détails sur les visages quand la lumière les frappe. Ouais, où t'as toujours un espèce de reflet bizarre en fait sur les visages et tout. Pour moi c'est l'image un peu Milky Way Joe Ito quoi. En fait c'est quasi une esthétique post-80s quoi, tu vois. Presque Miami Vice par moment, non mais c'est pour ça. Mais là où je disais, voilà, c'est que le premier est beaucoup portrait, parce qu'on a beaucoup de scènes de conversation comme on le disait, alors que l'action s'emballe un peu dans le deuxième. Et là, on sent qu'il lâche un peu plus sa caméra quand même. Ouais, et puis je pense que tout simplement, c'est que en fait, il est plus investi dans son histoire. Tout simplement, là, il y a des enjeux, il y a un véritable enjeu dramatique. Et c'est pas le seul personnage qui est beaucoup plus développé. On prend le personnage interprété par Nick Chung, Jet, qui est en fait une sorte de tueur, quoi. Tu regardes dans les films de Joe Ito, il y a toujours, mais dans beaucoup de films hongkongais, il y a toujours un héritage du film de sabre en fait, du wuxia. Ah, complètement. Lui, c'est un personnage de wuxia, quoi. Tu sens qu'il y a une sorte d'honneur en fait dans ce personnage-là. Ouais. Et puis il navigue vraiment entre les lignes en fait, c'est-à-dire que tout le monde se sert de lui. Ouais. Lui, il essaie d'avancer dans son propre intérêt, mais en fait, il est dans le camp vraiment de personne. Et c'est un vrai personnage de wuxia, quoi. Il dit travailler pour l'organisation, pour la fraternité, comme il le dit. Ouais, mais lui est complètement manipulé par Locke, parce que Locke lui dit Tu élimines Jimmy, tu deviens délégué.
Et pour toi, tout changera. Ce qu'il n'a pas du tout l'intention de faire. Il a l'intention de faire tuer Jet, justement, une fois qu'il aura accompli ses méfaits. C'est peut-être même le personnage qui est le plus développé avec le personnage de Louis Koo. Et ils forment tous les deux une sorte de duo qui se recroise d'ailleurs à la fin, où l'un aide l'autre, alors que juste avant, il était sur le point de le laisser se faire tuer. Finalement, il décide de le sauver, alors que l'autre n'a pas forcément d'allégeance envers lui. Et finalement, en fait, comme un chevalier de Wuxia, tu vois, il décide de tourner le dos à tout le monde et de repartir, quoi. Et c'est ça qui est très touchant. C'est aussi une relation, finalement, de montrer que ceux qui ont le plus de cœur, c'est aussi ceux qui, malheureusement, souffrent le plus de ce qui se passe. C'est ce qui fait qu'Élection 2 est quand même vachement plus satisfaisant. T'es vraiment devant un film qui a des ambitions dramatiques, qui sont vraiment bien développées, où tu comprends vraiment ce qui se passe. Le film prend plus le temps et comme tu disais, est plus stylisé au point de vue de la mise en scène. C'est une mise en scène qui est beaucoup plus intéressante. Et puis c'est plus graphique aussi. La fameuse scène du chenil, tu vois, par exemple, qui pour le coup va très très loin, est complètement dégueulasse, hein, et qui tranche vraiment d'ailleurs le personnage de Jimmy. Là. Ça, pour trancher, ça tranche. Oui, pour le coup, là, il commence à se transformer en boucher qui découpe des gens d'une scène à l'autre, tu vois. C'est terrible parce qu'il est contraint d'une certaine manière de découper un mec, parce que sinon c'est lui qui termine dans une benne à ordures, quoi. Ça rend extrêmement intéressant tout son cheminement en fait à travers le film, et en plus on a cette lutte de pouvoir qui était déjà au centre du premier, donc il y a toujours ce côté politique, mais il y a cet ancrage émotionnel qui renforce encore le film et qui fait que moi, autant à l'époque quand j'ai vu les deux, je crois quasiment d'affilée, je me suis dit putain, je saurais pas dire lequel est le mieux, mais aujourd'hui tu vois, avec le recul, je me dis non mais laisse tomber, le deuxième c'est un chef-d'œuvre. Ne sois pas amer, frère Locke. Tout le monde connaît le goût du pouvoir. Autrefois, moi aussi, j'ai voulu un second mandat. Les anciens ont fini par me convaincre de me retirer de l'élection dans l'honneur. C'est ainsi qu'on gagne le respect de tous. Les actes déshonorants ne mènent qu'à la mort. Le prochain délégué doit être Jimmy. Et justement, pour revenir 5 minutes sur le personnage de Jet, c'est vraiment lui qui a les scènes d'action les plus marquantes. Cette fameuse scène de nuit où il y a des bagarres à l'arme blanche, ce qui ça aussi est un truc très réel, hein, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'on nous a souvent présenté dans les Heroic Bloodshed, dans les polars, des mecs des triades armés jusqu'aux dents qui se tirent tous dessus. Alors qu'en fait, au final, dans la réalité, des mecs des triades qui portent des flingues et qui les utilisent, ben il y en a pas tant que ça en fait. Hein. Déjà c'est lié au fait que le port d'armes soit totalement prohibé à Hong Kong, hors force de l'ordre. Donc déjà porter une arme c'est risqué. Et c'est aussi pour ça que dans la réalité en fait ils règlent véritablement leurs différends, principalement à l'arme blanche. Hein. En réalité l'histoire c'est qu'en fait ils privilégient les affrontements à l'arme blanche. Hein. C'est une espèce d'accord tacite pour s'éviter des peines de prison trop longues. Parce qu'en fait ça tient au niveau de tolérance encore une fois accordé par les forces de l'ordre. Dans le sens où une bagarre occasionnant éventuellement quelques morts à l'arme blanche ça va. À partir du moment où quelqu'un sort un flingue, c'est beaucoup plus dur de laisser couler. Non mais ça peut paraître grossier et tout, mais pour schématiser en fait c'est ça qui se passe. Donc en fait utiliser des armes blanches, c'est même pas une intention graphique et un peu gorasse, hein, parce qu'on a eu ça dans beaucoup de films hongkongais, hein, mais en fait c'est véritable quoi. Voilà. Alors que bon, quand tu sors et que tu vois un mec se faire poursuivre par 10 mecs avec des machettes, personne sourcille, tu vois. C'est un jour comme un autre à Hong Kong quoi. Voilà, juste pour terminer, bah écoute, élection 1 et 2 déjà, en termes d'impact, alors élection déjà, le premier du nom, il a fait le chemin jusqu'à Cannes, il était en compétition officielle au Festival de Cannes en 2005, donc ce qui assoit un petit peu cette espèce d'image de cinéaste de festival hongkongais, et bon, accessoirement c'est le HK Film Award du meilleur film 2006 quand même. Du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Tony Leung Ka-fai, meilleur scénario, meilleurs effets sonores. Il a bien nettoyé au 25e Hong Kong Film Awards. Et je pense que ça reste une de ses œuvres les plus marquantes, hein. Franchement, élection 1 et 2. Juste pour terminer sur ce fameux point de l'impact, en 2016, hein, Johnny To disait qu'il était prêt à faire élection 3, qu'il avait terminé le scénario et qu'il avait pour point de vue 2018. Ce qui n'est pas arrivé. Ce qui n'est pas arrivé, ouais. Mais voilà, donc il était assez nébuleux en fait sur l'histoire. Il parlait du retour de Louis Koo et justement il disait qu'il avait écrit un scénario tellement dense qu'il allait devoir en choisir une partie. Et il répondait aux interviews qu'en fait, suivant la section du scénario qu'il allait choisir, bah peut-être qu'il aurait besoin du personnage de Jimmy, peut-être pas. Moi j'adorerais revisiter le personnage de Jimmy quand même. Ou alors sa descendance quoi. Après il parlait d'Andy Lau déjà au casting à ce moment-là. Mais bon écoute, on va terminer cet épisode quand même. C'est le moment de créer des liens, c'est le moment de faire des recommandations, c'est le moment d'être extrêmement ambitieux. C'est le moment où tu vas nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'ailleurs qui se rapprochait de élection 1 et 2 ? Je vais me répéter, mais le Parrain, en fait. Même quand je pense au Parrain 2, tu mentionnais à l'instant le fait que Johnny To avait déjà un scénario très dense
Pour le troisième, moi, ça me rappelle les ambitions affichées de Francis Ford Coppola pour Le Parrain 2 notamment. Bien sûr. On sent cette ambition dans Élection 2, c'est-à-dire de prendre un des personnages un peu subalternes en fait du premier et de le développer vraiment et de montrer comment cette société mafieuse a évolué à travers le temps. Et aussi d'un personnage qui passe vraiment d'un extrême à l'autre en fait assez rapidement, quoi. Et l'autre film, alors bon, je vais pas être très original, hein, c'était Le Casino en fait de Martin Scorsese, tout simplement, parce que là où je rapproche justement Casino des deux films Élection, c'est qu'il montrait aussi une évolution dans l'histoire de la mafia, comment il y a un peu un rise and fall d'un personnage. Et une mafia qui a un vrai rôle en fait dans le développement de la société pour le coup dans Casino. Ouais. Moi écoute, je vais conseiller un truc qui a absolument rien à voir. Je cherchais une manière de le caser, c'est tant mieux. C'est un jeu qui s'appelle Yakuza Like a Dragon. Ouais, oui, mais j'aurais dû Yakuza penser. Like a Dragon qui officiellement est donc Yakuza 7. Alors c'est japonais, c'est un JRPG en fait, un RPG japonais au tour par tour avec des combats un peu à la Dragon Quest. Mais là où c'est intéressant en fait, c'est que même s'il a une espèce de point de vue grotesque justement de sa manière de mettre en scène les combats et de caractériser ses personnages, il a quand même une approche extrêmement réaliste en termes narratifs, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui est bâti sur un petit peu comme dans Élection en fait, c'est pour ça que je le rapproche, par en fait des guerres d'influence. C'est-à-dire que même si le personnage principal est pas forcément partie prenante dans toutes les histoires, en fait autour de lui c'est que des guerres d'influence entre les Yakuza, entre une espèce de mafia sud-coréenne et justement une triade chinoise, quoi. Et donc c'est des grands discours et des gens qui s'arrangent et qui se font des sales coups, quoi. Et par contre c'est soutenu par un casting japonais de folie, hein. T'as énormément d'acteurs très connus qui doublent les personnages, mais ça c'est traditionnel de la saga, quoi. Je voulais le caser parce que vraiment c'est un jeu vidéo que je conseille à tout le monde, quoi. Et donc c'est un jeu vidéo qui occupe quand même minimum 60 heures, donc on sait pas ce qui va se passer là, hein, donc on ne sait jamais. Mais j'aurais une dernière. Allez. C'est un film sud-coréen avec Choi Min-sik, New World. Ah oui, New World, je vois bien, ouais. J'ai pas un souvenir extrêmement précis du film, mais je me souviens quand même d'un film très politique. Malheureusement, ouais, je peux pas. Je me souviens que j'avais bien aimé. Je me souviens qu'il y avait des éléments politiques. Je me souviens qu'il y a des personnages intéressants. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les meilleurs films politiques et historiques que j'ai pu voir récemment sont des films sud-coréens qui vraiment cartonnent dans l'évocation de leur passé récent. Ou moins récent. Hein. Ou moins récent, tout à fait. The Edge of Shadows, on en a déjà parlé, mais c'est un grand film. Eh ben écoute, c'était pas mal du tout. En attendant, on va se retrouver, écoute, on verra bien. Et au moment où on enregistre cet épisode, je crois que j'ai une petite annonce à faire. Ah, attention, suspense, roulement de tambour. Au moment en fait où l'épisode sort, on a pu annoncer dans la journée que j'avais écrit un livre en fait. Voilà. Et voilà. Alors t'étais pas au courant. Hein. Mais quel livre, Marvin? Alors c'est un livre sur le cinéma d'action hongkongais. Étonnant, me direz-vous. Et donc voilà, ça va sortir, c'est Aardvark Édition, donc qui est l'éditeur qui avait sorti il y a pas si longtemps que ça le livre de Fabien Moreau sur la science-fiction japonaise. L'excellent livre de Fabien Moreau. Qui s'appelait Kaiju Envahisseur et Apocalypse. Et donc là, nous allons pouvoir sortir bientôt, a priori au mois de septembre, en tout cas second semestre 2021, donc un livre sur le cinéma d'action hongkongais. Mais quel est son titre, Marvin? Alors son titre est un titre dont je ne sais pas s'il sera final, donc je préfère ne rien dire. Ah d'accord, ok. Et je me permets d'ailleurs de dire que j'ai eu une maigre contribution, hein. Tu m'as proposé d'écrire un article, et c'est ce que j'ai fait, je vous laisserai découvrir sur quoi. J'ai laissé Erwan écrire sur un film qu'il aime beaucoup. Et en tout cas, c'est vraiment un bel accomplissement, donc j'espère que vous serez nombreux à vous jeter dessus, voilà, pour soutenir tout simplement ce cinéma-là et puis l'initiative de Marvin. On annoncera évidemment quand le livre sortira officiellement, sera disponible. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à aller faire un tour en attendant, soit sur le site d'Aardvark Édition, soit sur les réseaux sociaux, sur nos différents réseaux sociaux. Il y a quelques détails en plus sur le bouquin. Il n'y a pas que Erwan, il y a aussi d'autres co-auteurs qui ont participé. Alors, sinon, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement. Voilà, je répondrai avec plaisir à toutes les questions. Et l'autre grosse annonce, je pense que c'est la plus grosse annonce du jour. La plus grosse annonce du jour, parce que ça ne s'arrête jamais, monsieur, c'est qu'on a le sujet de notre prochain épisode. Et là, je pense que ça va faire mal. Je pense que ça va faire très très mal. On va se faire beaucoup d'amis. On va se faire énormément d'amis. Puisqu'en fait, on va décider de parler d'un film américain, mais pas tout à fait, dans le sens où évidemment, hein, vous le savez, on s'autorise de temps à autre des petites incartades à droite à gauche, et donc là on va parler d'un film américain tout simplement parce qu'il est réalisé par un Hongkongais. Quel film, me direz-vous? C'est tout simplement le premier film réalisé par un Hongkongais aux États-Unis. Donc vous l'aurez deviné, nous allons parler au prochain épisode de Chasse à l'homme de John Woo.
Avec Jean-Claude Van Damme. Effectivement, Chasse à l'homme de John Woo, qui d'ailleurs ressort lui aussi en Blu-ray là en ce moment chez USC. Dans une très belle édition. Dans une très belle édition qui contient en bonus caché, voilà je le dis, un des Director's Cut de John Woo. Lequel exactement, je ne peux pas vous dire parce que je crois qu'il y a 5 ou 6 versions. Mais en tout cas, il y a une version alternative avec un peu plus de trucs. Je ne l'ai pas vu et j'ai très envie de la voir. Donc ça se commande chez USC. Voilà, Chasse à l'homme, ça va être notre prochain objectif et je pense que ça va être assez drôle. Qui est un film bien supérieur à ce que beaucoup de gens se souviennent. J'aime plutôt beaucoup, voilà, je le dis tout de suite. Il y a beaucoup de choses à aimer dans ce film, il y a des choses à moins aimer évidemment. Alors on vous réserve ça pour le prochain épisode. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces films-là, que ce soit Chasse à l'homme, que ce soit même Mission Impossible 2 ou même Knock Off, Piège à Hong Kong, sont des films assez fascinants, justement par leur espèce de fusion ratée, quoi. Bon, bah, en tout cas, Erwan, merci. Merci à toi. Donc on va essayer de se retrouver assez vite pour parler de Chasse à l'homme ou de Dragonine, on ne sait pas. Tout dépend d'Erwan ici présent. Voilà, moi j'ai plus trop de mots à dire. De Chasse à l'homme, de Chasse à l'homme. De Chasse à l'homme, d'accord. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas de nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs ou sur ceux de l'émission. Erwan, je te dis à très bientôt du coup. À bientôt et puis continuez à regarder des films HK et des films asiatiques, c'est très important. Et des films américains avec Jean-Claude Van Damme. Également un grand merci à Jim7800 du Discord HK Cinemovies. Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.